Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est aux confins de la Wallonie, aux portes de la France et de la Flandre que nous nous retrouvons. Nous allons en effet pédaler sur le territoire de Comines-Warneton. Comines-Warneton, une entité où nature, patrimoine et devoir de mémoire se conjuguent au passé comme au présent. En selle donc pour ce nouveau numéro des Chemins du Ravel. Lorsque vous pédalerez sur le Ravel depuis le village d'Outhème, ouvrez bien l'œil. Par-delà les buissons qui jalonnent la voie lente se cache l'ancien canal Ypres-Comines, devenu une zone naturelle originale de grande qualité écologique. Le canal Ypres-Comines, c'est la curieuse histoire d'un canal qui n'a jamais vu y naviguer le moindre bateau. Ses premiers travaux de construction sont entrepris au milieu du 19e siècle. Arrêtés à cause de trop fréquents glissements de terrain, ils sont définitivement abandonnés après la Seconde Guerre mondiale. Du 26 au 28 mai 1940, la bataille entre Britanniques et Allemands fait rage en ce lieu. À l'entrée de Comines, un mémorial commémore d'ailleurs les âpres combats. Juste après, l'ancien canal perd son caractère de nature sauvage, mais conserve un charme indéniable et une quiétude certaine. À quelques coups de pédale du couloir aquatique, une visite aussi insolite qu'incontournable se profilera. Olivier Claquemailly, bonjour, vous êtes le conservateur de ce musée de la rubannerie à Comines. C'est vraiment un musée pas comme les autres. Pourquoi la rubannerie ici à Comines? C'est une longue histoire. Oh, c'est une très très longue histoire. On a plus de 850 ans d'histoire tissée qui continue encore aujourd'hui. Ça a commencé vers 1150, ça continue aujourd'hui. Entre deux, eh bien, que s'est-il passé? On a diversifié les produits, puisque le ruban, c'est une pièce étroite qui va de quelques millimètres jusqu'à 30 cm. Eh bien, avant le XVe siècle, on tissait des pièces un peu plus grandes. Pour des mesures protectionnistes, on nous a empêché de continuer ce genre de choses, mais il y avait une tradition, celle du ruban, que l'on a continué et perpétrée jusqu'à aujourd'hui. Alors ici, moi ce que j'adore dans votre musée, c'est que toutes ces machines, elles sont de toutes les époques et elles fonctionnent toutes. Oui, bien entendu, on est un musée vivant, c'est-à-dire que au-delà de la beauté de la machine, il y a tout son aspect technique, son aspect sociologique aussi. Et si nous ne faisions pas travailler les métiers à tisser, on trahirait un peu les gens qui les ont conçus et qui ont sué sang et eau dessus. Ça employait beaucoup de personnes à l'époque, ces rubanneries. Oui, bien entendu. On peut compter quand même à peu près 2500 à 3500 personnes qui travaillaient dans les rubanneries et dans les industries annexes. Si j'en reviens un petit peu aux machines, j'ai dit que c'était des machines de toutes les époques avec aussi différents types de machines, différents fonctionnements. Oui. On voit le progrès à travers ce musée. Absolument, c'est très important. On voit le progrès, on voit aussi que finalement, si les gestes répétés, qu'ils soient faits à la main ou en machine, sont les mêmes, on a toute une série de départements qui nous permettent de faire du tissu simple, du tissu avec l'inclusion de motifs, c'est le jacquard, du tissu circulaire, c'est la tresse, ça va du lacet de chaussure au tuyau d'incendie en passant par la mare du porte-avions Charles de Gaulle, et la fermeture à glissière. Donc on essaye de montrer vraiment toutes les possibilités qui sont offertes par le ruban. C'est important, j'imagine, pour vous de sauver des machines comme celle-ci. C'est très important, et de les sauver, et de réfléchir aussi sur leur fonctionnement. Parce qu'entre une pièce qui existe sur catalogue et celle que l'on va retrouver dans une usine, il y aura toujours un petit compromis. Imaginons que vous soyez ma concurrente, vous avez les mêmes machines que moi. Eh bien, dans mon usine, je vais bidouiller mon métier à tisser pour qu'il soit plus concurrentiel que le vôtre. Voilà. Et donc, quand on restaure ce type de machine, on a effectivement pas mal de surprises. Olivier, merci pour cette belle découverte et puis parce que vous attachez beaucoup d'importance aux machines, au matériel et aux hommes, mais vous n'êtes pas finalement le seul. Je vous invite ainsi à découvrir notre Minute Patrimoine du jour. Elle est consacrée au patrimoine ferroviaire. Nous sommes à Rétrotrain, donc au PFT Saint-Guilain. Donc nous rénovons du matériel roulant historique, du matériel de signalisation, mécanique lumineuse, du matériel électrique. Quel type de rénovation faites-vous?
Donc nous rénovons les machines à vapeur en collaboration avec des sociétés étrangères. Certaines pièces doivent être fabriquées par d'autres sociétés. Ce sont des pièces qu'on ne trouve plus malheureusement à la SNCB. Nous réalisons aussi la rénovation du matériel électrique, du matériel diesel, du matériel voyageur et du matériel marchandise. Ça touche un peu tous les corps de métier. Voilà, que ce soit aussi bien électricien, mécanicien, soudeur, peintre, électricien, enfin tous les domaines sont les bienvenus pour nous rénover le matériel. Et ce sur des machines de toute époque. Voilà, de toute époque. Donc nous partons des machines à vapeur des années début 1900 jusqu'à les machines fin du XXe siècle. Alors pourquoi faites-vous ça? Pourquoi? Pour conserver le patrimoine historique. Donc faire revivre à nos enfants ce que nous avons vécu, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. La Lys sera ensuite votre compagne d'échappée. Depuis le traité d'Utrecht en 1713, elle sépare Comines Belgique de Comines France et est frontière d'État. En des temps reculés, ces flots ont transporté les blés d'Artois, les draps, le vin et autres marchandises, alors que le lin ruissait sur ses eaux et donnait à la rivière son surnom de Golden River. Votre escapade longera tantôt la Lys canalisée, tantôt l'un de ces anciens bras morts, paradis pour les hérons cendrés, canards, oies et autres foulques macroules. Lorsque vous arriverez à Warneton, une petite pause s'imposera. Vous pousserez ainsi la porte du musée de la brasserie, installée au sein de l'ancienne brasserie de la Poste, créée en 1857 par le percepteur des postes du village. Aujourd'hui, la magie des lieux opère toujours. Les cuivres plongent le visiteur dans les senteurs de l'activité brassicole familiale et une atmosphère pleine de nostalgie. Impressionné par l'imposante église Saint-Pierre et Saint-Paul, vous comprendrez aisément pourquoi elle est plus communément appelée la cathédrale de la Lys. Érigée entre 1925 et 1927 sur les ruines d'une abbaye, elle intègre harmonieusement les styles néo-romans et byzantins. Ces stalles baroques du début du XVIIIe siècle en sont l'un des fleurons, avec son remarquable mobilier en céramique flammée d'inspiration Art Nouveau. Autels, bancs de communion, chaires de vérité et confessionnaux se partent ainsi de reflets cuivrés, argentés, dorés et rosés en fonction des symboliques. La crypte vaut elle aussi le détour. Elle abrite les tombeaux polychromes du XIVe siècle de Robert de Casseille, seigneur de Warneton et d'un abbé de l'ancienne abbaye. Devant l'église, un salut au munch, le terme picard pour désigner les anciens moines, s'avérera incontournable avant de reprendre la route. Une dernière échappée en bord de Lys et l'heure sera venue de rejoindre un autre sanctuaire, fruit cette fois des hommes et de la nature. Jérôme Craé, bonjour, vous êtes journaliste à nos télés, j'avoue, j'ai dû un petit peu chercher pour vous trouver. Où sommes-nous ici? C'est vrai que c'est un endroit un peu caché, il faut connaître pour arriver jusqu'ici. Alors on est dans un endroit que les gens du coin appellent les trous de la briqueterie. La briqueterie elle est derrière nous, c'est la briqueterie de Ploegstert. Et de l'autre côté, c'est la réserve naturelle et ornithologique. Une réserve très spéciale aussi puisqu'elle n'a pas un vrai statut à la région wallonne, c'est une réserve privée qui a été installée en fait dans les anciens trous d'exploitation justement de cette briqueterie. Alors pour la petite histoire, dans les années 60, le directeur comptable des briqueteries qui s'appelait José Taon s'est rendu compte que voilà, ces trous arrivaient en fin d'exploitation et il commençait à s'intéresser justement aux questions d'ornithologie, etc. Il se renseignait là-dessus et il a proposé à son directeur
d'en faire une réserve. Et dès les années 70, la réserve a été créée avec une énorme équipe de bénévoles qui s'est créée. Ils ont replanté les arbres, à peu près 30 000. Et voilà, les années faisant, la nature a repris ses droits. La réserve est aujourd'hui, telle qu'on la voit, un endroit magnifique, une zone aquatique quand même assez exceptionnelle, mais qui donc n'a pas de statut, qui est toujours aujourd'hui gérée par des bénévoles. Ça en fait quand même une réserve assez particulière. Avec une belle mosaïque de paysages, une faune et une flore intéressantes. Oui, tout à fait. Alors des environnements comme celui-là, il n'y en a plus beaucoup, surtout qu'on est dans une zone de migration intense, donc il y a énormément d'oiseaux qui s'arrêtent ici, il y a une faune locale aussi très importante, et comme on le disait, c'est un endroit un petit peu caché, ce qui fait qu'il n'y a pas trop de présence humaine, il n'y a pas trop de visiteurs, c'est voulu comme ça. Alors aujourd'hui on en fait un petit peu la publicité, mais on s'imagine bien que ça ne va pas être trop la foule non plus, on espère en tout cas. Et voilà, donc un endroit magnifique. On peut retrouver des espèces comme les grèbes, le butor, les laireaux aussi, les petits rongeurs qu'on ne trouve plus partout aujourd'hui. Donc vraiment une réserve très intéressante. Jérôme, merci pour toutes ces explications. Et puis vous avez été visiter pour nous la réserve. On y va tout de suite. À un jet de pierre de la Lys, la réserve naturelle et ornithologique de Ploegstert est au propre comme au figuré une incroyable oasis. Un paradis aquatique dont la situation géographique fait une véritable station-service pour les oiseaux migrateurs. Ces roselières, un milieu de plus en plus rare dans nos régions, abritent une faune dont les naturalistes se délectent. On a des espèces qui sont vraiment emblématiques. Le grébupé qu'on vient de voir, il y a le butor qui est un peu plus difficile à voir parce que c'est un oiseau lié à la roselière. Lui il vit à l'intérieur des roseaux et il vit comme les roseaux. Donc il est très difficile à voir. L'une des particularités de la réserve, c'est son origine artificielle. Créée il y a 40 ans dans les trous générés par l'activité de la briqueterie voisine, c'est un milieu en constante évolution. De plus, l'existence de talus entre les espaces aquatiques facilite grandement l'observation des habitants du lieu. La réserve reste un espace privé mais ouvert au public selon la volonté de ses propriétaires. On a créé une ASBL qui comprend des gens de la briqueterie bien sûr, mais également des gens de la commune, des naturalistes, des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que nous. Et donc ensemble, le lieu est géré comme réserve naturelle. Ça prouve que le développement industriel et la nature peuvent coexister. Aujourd'hui encore, l'entreprise finance elle-même le fonctionnement des pompes qui maintiennent un niveau d'eau adéquat dans les différents bassins. Si ce fragile équilibre entre l'homme et la nature persiste encore dans ce petit coin de Wallonie, c'est peut-être précisément grâce à son isolement. Car pour profiter du spectacle, il faut le mériter. Oui, et ça, c'est peut-être un des gros avantages. Si jamais on veut en faire un parc à touristes, il suffirait qu'elle soit plus visible. Et ça, c'est pas vraiment notre but. Le but, c'est que les gens soient dans la nature, puissent profiter de la nature. Des visites sont organisées chaque premier dimanche du mois par les bénévoles qui gèrent le lieu, émerveillement garanti. Lors de la Première Guerre mondiale, Ploegstert était situé au cœur du saillant d'Ypres, une zone stratégique que se disputaient l'état-major allemand et les forces britanniques. Aujourd'hui toujours, les nombreux cimetières, aux stèles d'une incomparable sobriété, se font les témoins des tragiques événements. Gardé par 2 lions de pierre, le mémorial britannique impose plus de respect encore. Inauguré en 1931 par le futur roi Léopold III, il est dédié aux 11 447 soldats de l'Empire britannique disparus dans la région durant la Grande Guerre et qui n'ont pas reçu de sépulture connue. Pédaler à Comines-Warneton, c'est définitivement découvrir, mais aussi se souvenir.